Deuxième partie. George William Friedrich Hegel, phénoménologie de l'esprit. La conscience est consciente dans le percevoir. Ce moment est unité de la chose avec soi-même, qui exclut de soi la différence. Cet objet est advenu par le mouvement de la conscience. Concept de la force, essence dans son effectivité elle-même. La force comme effective est dans l'extériorisation, acte de sursumer soi-même. Force refoulée dans soi, la vérité de la force demeure la pensée de cette même force, négatif déployé. L'intérieur est pur au-delà pour la conscience. L'entendement persiste en la calme unité de son objet. Le concept absolu, l'âme du monde, est essence égale à soi-même. Pur acte de se mouvoir soi-même. L'autoconscience est être pour soi, son essence absolue est je. Négation pure de son mode objectif, agir par soi-même. La crainte du maître est commencement de la sagesse, sentiment de la puissance absolue, dissolution en soi. Le désir, c'est ménager le pur niais de l'objet, auto-sentiment sans mélange. Le travail, en revanche, est désir réfréné, disparaître retenu où il cultive. Dans le maître, l'être pour soi lui est quelque chose d'autre. Dans la crainte, l'être pour soi étant elle-même. Sans la discipline de l'obéissance, la crainte est formelle et ne s'étend pas sur l'effectivité consciente de l'être là. Sans l'acte de cultiver, la crainte demeure intérieure et muette. Dans le penser, je suis libre parce que je ne suis pas dans un autre, mais demeure près de moi-même, et l'objet qui met l'essence est dans une unité inséparée. Mon être pour moi. La liberté dans la pensée n'a que la pensée pure pour vérité. Le scepticisme est la réalisation de ce qu'est la liberté de la pensée. Le scepticisme amène au jour le mouvement dialectique que sont la certitude sensible, la perception et l'entendement, et l'inessentialité dans la relation du dominé et du servir pour le penser abstrait lui-même. Comme scepticisme, le mouvement est moment de l'autoconscience, certitude de sa liberté produisant l'expérience qui élève à la vérité. Ce qui disparaît, c'est le déterminé ou la différence immuable. La différence n'a rien en elle qui demeure. Il lui faut disparaître pour le penser est l'essence négative. Dans le scepticisme, la conscience fait l'expérience de soi. C'est la puissance affective pure qui est rassasiée dans soi. La force active apparaît comme la puissance où se dissout l'effectivité. Agir n'est agir que comme agir du singulier. De cette conscience singulière advient la représentation de la raison, la certitude de la conscience d'être absolument en soi. La raison est la certitude de la conscience d'être toute réalité. Tout est sien, catégorie pure. La conscience est acte d'observer. À la conscience observante, la vérité est dans l'expérience. La vérité de la loi est essentiellement réalité. L'entendement saisit la pensée de la loi elle-même. La conscience observante n'a devant soi que l'acte d'opiner. Individualité de un immanent à la vie organique, unité immédiate avec l'universel, individualité déterminée totale qui est objet de l'observation. Ce n'est pas l'assassin qui doit se trouver connu, mais la capacité d'être cela. Les nerfs sont les organes de la conscience orientés vers l'extérieur. Les faits et gestes purement singuliers de l'individu se rapportent aux besoins qu'il a comme être naturel. C'est dans un peuple libre que la raison est effectuée.
esprit vivant dans lequel l'individu trouve sa détermination, son essence universelle. Les hommes les plus sages ont énoncé que la sagesse et la vertu consistent dans le fait de vivre conformément aux coutumes de son peuple. Bonheur d'avoir atteint sa détermination, cette conscience connaît l'universalité. L'universel pour la conscience vertueuse et véritable dans la foi ou en soi. Les faits et gestes de l'individualité sont fins en soi-même. C'est le jeu de leurs extériorisations qui leur donne vie. L'agir est en lui-même sa vérité et effectivité. Le concept de cette individualité est d'abord résultat. Agir et conscience d'agir. Ce qui est présent, ce sont des circonstances trouvées déjà là, qui en soi sont la nature originaire de l'individu. L'œuvre est la réalité que se donne la conscience, certitude de soi-même dans sa vérité. L'individu atteint sa fin et éprouve en soi que joie. Nécessité de l'agir dont la fin est rapportée purement et simplement à l'effectivité. Cette unité est le concept de l'agir. L'agir en et pour soi-même est l'essence de l'effectivité. Unité de la conscience avec l'agir, œuvre vraie de l'agir et de l'être, du vouloir et de l'accomplir. L'œuvre est la chose même qui s'affirme comme ce qui demeure. La chose même exprime l'essentialité spirituelle. Distinction de ding, chose, objet quelconque, et srare, chose, essentialité spirituelle, qui implique une relation à la substance réelle. La chose même, unité de sa décision, affirme que l'effectivité ne serait rien d'autre que son pouvoir. À agir pur ou encore effectivité en marge de tout acte, unité pensée du vouloir et de l'accomplir, commandement fameux, aime ton prochain comme toi-même. L'amour actif s'entend à écarter le mal d'un homme et à lui associer le bien. La raison est esprit en tant que la certitude d'être toute réalité élevée à la vérité. Son essence spirituelle est la substance éthique, l'esprit est l'essence réelle, absolue, qui se porte soi-même. L'esprit est la vie éthique d'un peuple dans la mesure où il est vérité immédiate. L'individu doit progresser jusqu'à la conscience de ce qu'il est immédiatement et parvenir au savoir de soi-même. Le monde éthique vivant est l'esprit dans sa vérité, l'esprit est conscience, la substance comme essence est fin universelle. Ce qui arrive est une œuvre afin que l'être, l'ultime, voulu, source de contentement. L'acte est le soi effectif, l'effectivité de la fin est la fin d'opérer. Le soi universel sera la conscience saisissant le concept, l'esprit de ce monde et l'essence spirituelle pénétrée par une autoconscience qui se sait immédiatement présente. L'individu singulier apparaît comme sa culture. Sa culture et son effectivité propre sont l'effectuation de la substance elle-même. La conscience noble est l'extrême du soi. La vérité de la conscience noble est l'acte de sursummer et de déchirer la substance universelle. Le noble déchire la substance en s'emparant de sa richesse. Enrichi par la puissance universelle, l'autoconscience existe comme le bienfait universel. Le soi n'a pas encore pour objet soi comme soi, mais l'essence universelle sursumée. La richesse a elle-même besoin de vivification. Le langage du déchirement est le langage vrai et l'esprit vrai existant de tout ce monde de la culture. La conscience déchirée est en soi l'égalité à soi-même de la conscience pure. Cette conscience pure a face à soi que le monde de l'effectivité.
La foi appartient à la conscience pure, retour à partir du monde effectif de la culture. Dans la pure intellection, c'est le concept qui seul est l'effectif. La pure intellection amène la dissolution de la confusion de ce monde. Au-dessus du savoir vain se tient ferme le savoir concernant l'essence. C'est dans cette conscience qu'est la foi. L'obéissance et l'agir, certitude de l'être dans l'essence absolue. L'essence absolue de la foi est l'esprit de la communauté. Les lumières, trouvées extravagant que l'individu croyant se donne à la conscience supérieure de n'être pas enchaîné à la jouissance du fait qu'il se l'interdisait, vrai mépris. La vérité des lumières est la relation des essences singulières à l'essence absolue, pénétration par la foi dans l'essence absolue, l'être suprême ou le vide. La culture révolutionnaire en France organisa un culte de la raison. Dans cette utilité de l'absolu trouve leur achèvement l'utilité de toute chose et celle de l'homme lui-même. La foi a le droit divin, le droit de l'égalité à soi-même absolue ou du penser pur contre les lumières. Les lumières se comportent de façon purement négative en regard de la foi, excluant leur contenu de leur pureté. Fin de la deuxième partie.